quitte le pays. Malheureusement, la majorité ne revient pas. Mais moi, je vais revenir, je n'ai pas d'engagement, mais bien que je sois une boursière tunisienne, mais je n'ai pas d'engagement, mais je vais revenir parce que je suis optimiste et je ne suis pas pessimiste. Parce que je vois qu'on va vivre ensemble et on ne va pas mourir ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez parlé de l'hospitalité, de votre réformation publique, d'apprendre à vivre ensemble, du savoir, du voyage et tout cela, vous avez eu la chance d'avoir ça. Et après nous, je parle de nous les jeunes en Tunisie et mon entourage à moi, pourquoi on n'avait pas tout ça? Pourquoi on n'est pas, en fait, on n'a pas été éduqués de la même façon? Parce que vous étiez avec, pendant le régime de Bourguiba, ou même avant, et nous, on avait le régime d'après, mais après tout, on dit que les deux régimes sont des dictatures. Je ne peux pas parler de la politique, ce n'est pas ma spécialité, parce que ma spécialité, c'est la communication et les médias, je vais revenir sur ça. Pourquoi vous avez eu cette éducation alors que nous, non? Ainsi, je me demandais, qu'est-ce qu'il a fait de vous, qu'est-ce qu'il a fait des jeunes Tunisiens aujourd'hui, en fait, de cette façon-là, de cette manière-là? Je vais passer point par point et je vais revenir là rapidement. D'accord. Par rapport aux médias, ça dépend, est-ce que vous parlez des médias classiques ou des médias sociaux? Parce que si on parle de la révolution, on se rappelle que c'est grâce à ces médias sociaux qu'on a fait la révolution, qu'on a passé des messages. Et donc le citoyen, et quand on parle du journalisme citoyen, il a trouvé un espace pour s'exprimer. Et ça, c'est bien pour parler d'une démocratie délibérative, de parler d'un espace public comme celle en fait d'Habermas ou celle de l'espace public virtuel de Bernard Miarjot. C'est une chose extraordinaire pour créer une démocratie délibérative. Mais en même temps, on ne peut pas vraiment ignorer le religieux. Pourquoi on ne peut pas? Parce que si au Canada, on n'ignore pas le religieux, et si au Canada, à l'université d'Ottawa, on trouve des associations qui parlent de religieux, et si au Canada, dimanche dernier, ou lundi et dimanche, j'ai été invitée d'une famille qui est chrétienne, et on a fêté le Thanksgiving Day. J'étais musulmane, j'étais avec un chrétien, et on a parlé de tout et de rien. Mais en Tunisie, en même temps, on sait bien qu'il y a des juifs à Djerba, on sait bien qu'il y a des chiites en même temps, et on sait bien qu'il y a une minorité de crétins. Du coup, on ne peut pas ignorer personne. Pourquoi on n'appelle pas, on dit on va vivre ensemble, on va créer une démocratie ensemble, on va parler de tout et de rien? S'il y avait un homme politique de droit et de gauche, ils se sont réunis ensemble, juste une idée. Donc nous, en tant que peuple, on peut se réunir ensemble et on peut faire participer en fait différents. Et du coup, il suffit de nous offrir la parole pour participer en tant que jeunes, ça c'est sûr. Et en même temps, de discuter, de parler, de créer cette intelligence collective que vous trouvez importante. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre une autre question avant de vous laisser la parole. Ou d'autres commentaires? Oui, allez-y. Bonsoir. Mon nom, c'est David Roy. Je suis professeur ici à l'Université d'Ottawa. Et j'ai eu la chance d'aller 2 fois en Tunisie avec le Forum social. Alors, surtout la deuxième fois, j'ai eu le temps de jaser beaucoup avec les Tunisiens, puis je continue ici au Canada. Puis, une question que j'avais, pourquoi ça marchait chez vous? Ce qu'on appelle le printemps arabe, la révolution et tout, et ça n'a pas marché dans d'autres pays. Alors, une des réponses que les gens m'ont donnée, c'est qu'en Tunisie, malgré la dictature et tout, il y avait quand même une société civile très forte, formée de 2 aspects, le mouvement des femmes et la présence des femmes. Il y a plus de femmes à l'université, ça a l'air, que les hommes, ce que les gens m'ont dit. Et j'ai pu vraiment constater ça quand j'étais au Forum social. Et les femmes très dynamiques, très actives. Et l'autre facteur, c'était un mouvement syndical quand même qui a pu survivre malgré beaucoup de répression. Alors, 2 aspects de la société civile qui permettaient de faire cette transition qui aurait pu finir en guerre civile. C'était pas évident. Hein? Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Oui, donc je remercie la jeune fille étudiante. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. C'était des commentaires, hein, il n'y avait pas de questions. Donc, elle a complété un peu mon propos de son point de vue. Et donc, elle a essayé d'adapter sa propre vie à un discours qui n'est qu'un discours. Hein, parce que un discours, il faut remettre à sa place. Hein, c'est un discours, c'est tout, c'est pas plus. C'est juste un point de vue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ce qui est de monsieur, vous avez parlé de la société civile. Là, c'est un problème plus compliqué.
Bon, j'ai ma petite idée sur la société civile, alors je vais demander à Pierre Boyer de m'inviter la prochaine fois à parler de la société civile. Moi, je ne crois pas à la société civile du tout. Moi, je pense que la société est aussi incivile que civile. Comment vous dire ça? C'est l'insociable sociabilité d'Emmanuel Kant. L'homme est un animal sociable, insociable. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une société civile vertueuse, une supra-société au-dessus des autres, au-dessus de la société politique. Moi, je crois qu'il n'y a qu'une société politique, hein, celle du contrat social. Donc, je ne crois pas à la société civile parce que le salafisme violent sort de la société civile. Donc, la violence est une forme humaine, le fanatisme est une expression de la société civile. Donc, je crois que la société civile est ambivalente. Et je ne crois pas que ce soit la clé soit dans la société civile. Je vais juste dire un mot peut-être là pour compléter ce que j'avais dit sur la civilité, justement, puisqu'il y a le mot civil. La société civilisée ou de civilité, je dirais, plutôt qu'une société civile. Je préfère une société de civilité. C'est celle qui arrive à régler ses conflits autrement que par la violence ou par la destruction. Mais avec cette conscience, alerte, si vous voulez, qu'il y a toujours une tension inhérente au monde des passions, au sens classique du mot. C'est-à-dire que la civilité est nécessaire parce que l'homme est incivil. Ce n'est pas une vertu comme ça. C'est parce que l'homme sait qu'il est incivil et qu'il a besoin de se contraindre dans des gestes de civilité. Si vous voulez, c'est un idéal de soi, la civilité, qui est toujours conscient de sa précarité. Tout de suite, des gens très civils peuvent devenir incivils, criminels du jour au lendemain. La société civile peut devenir une guerre civile très très vite, des peuples très, très doux et très, très pacifiques. Donc je dirais que le spectre de l'incivilité ressurgit sans cesse dans le geste de la civilité. N'est-ce pas? De même que toute raison, comme j'ai dit, est une épreuve, toute épreuve de la raison est une intuition de la folie. C'est parce qu'on sait qu'on est aussi fou quelque part et qu'on peut devenir fou qu'on fait appel à notre raison pour nous, justement, nous retenir. Tout esprit de paix est une conscience de l'imminence de la guerre en permanence. Toute volonté, toute amitié est une préscience de la haine. Donc tout ça, c'est lié, n'est-ce pas? Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas d'idée harmonieuse de la société et de la civilité. Moi, je n'y crois pas. Par contre, sa précarité fait son miracle, justement. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. J'étais encore ravi de vous écouter. Merci. Que de bonheur dans le vivre ensemble, assumé et compris. Au XIXe siècle, le vouloir vivre ensemble, et j'insiste sur le mot vouloir, était le ferment qui a façonné l'État-nation et la nation. Et ça me rappelle ce que disait Ernest Renan. Aujourd'hui, vous parlez de vivre ensemble, en Tunisie, en Algérie, ailleurs et dans le monde. Ce vivre ensemble est démuni d'un élément central qui est ce vouloir. Comment introduire ce vouloir alors que le monde se globalise, que l'information est en temps réel, que les frontières numériques se sont évaporées et qu'il est possible aujourd'hui de savoir ce qui se passe à tous les bouts du monde, et même les plus éloignés. La question qui semble également très importante, madame, c'est que vous n'avez pas abordé le phénomène de l'intolérance, qui est un phénomène qui est lié à la nature humaine. Et vous avez trop parlé de religion, il me semble, et des laïcs, et vous avez oublié de parler de la politique et des politiques. Et dans quelle mesure la politique et les politiques, autour du laïsme, de la laïcité, autour de la religion, sont-ils les facteurs qui font que le monde va mal, que les problèmes s'accumulent? Je voudrais également vous référer à une initiative qui est menée par Cheikh Bentounes, qui a saisi les Nations Unies pour décréter une journée internationale du vivre ensemble. Et j'aimerais bien que vous puissiez vous joindre à ce geste qui permettra aussi de détruire les barrières linguistiques, ethniques qui se développent alors que le monde est censé aller dans la civilisation.
Merci. Merci. Bon, quelle est la question? C'est un commentaire. Bon, oui. Non, j'ai eu l'impression de parler politique quand même. Que, bon, je n'ai pas dit politique à tout bout de champ, mais j'ai l'impression que ce que je disais était politique, mais peut-être que je n'ai pas été assez explicite. Bon, quant aux grandes messes, bon, j'ai rien contre les grandes messes hein, du vivre ensemble. On invite des imams, des rabbins, des curés, tous ensemble, on les met, on dit on s'aime, vive la tolérance, etc. Plus on fait des messes de curés, de rabbins et de mollahs, et plus on s'entretue. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien, il y a une coïncidence, il y a quoi? Est-ce qu'on dit pour ne pas faire, ou on dit le contraire de ce qu'on fait? Je ne sais pas s'il n'y a pas dans tout ça une espèce de mise en scène de la tolérance qui cache, qui est comme un écran de fumée qui cache en fait, effectivement, un comportement humain de plus en plus incivil et de plus intolérant. Je ne suis pas sûre que toutes ces grandes messes entre curés, rabbins et mollahs vont aboutir à quelque chose, personnellement. Mais bon, je juge personne. Hein. Je dis simplement, pardon, juste une chose, que malheureusement, Mohamed Harkoun, que tout le monde connaît, a fait toute sa vie une œuvre monumentale et que personne ne l'a jamais écouté. C'est-à-dire c'était un humaniste. Il expliquait ce qu'il fallait faire en France pour calmer les esprits. Il expliquait qu'il fallait enseigner l'islam de telle et telle manière. Il voulait créer, etc., tout ça. Tout le monde était sourd. Il est mort sans avoir vu son œuvre illustrée. Et sans que les musulmans aient été regardés avec d'autres yeux, parce qu'ils voulaient qu'on regarde les musulmans. Et qui réussit maintenant à faire en sorte que la France regarde les musulmans avec d'autres yeux et s'intéresse un peu plus aux musulmans? C'est triste à dire. C'est Daesh. C'est Daesh qui, en tuant des gens, tout d'un coup, ils se sont dit, mais alors c'est vrai, il se passe quelque chose de grave là. Attendez, il faut maintenant déradicaliser, il faut s'occuper d'eux, il faut leur parler, il faut les... C'est triste à dire. Un homme a consacré une œuvre humaine, toute sa vie humaniste, comme vous dites, à faire des conférences sur le fait que tout le monde est en train de se planter sur les musulmans de France, parce que lui, c'est un musulman de France. Et il a fallu que Daesh fasse prendre conscience aux ministres français, au gouvernement français, de ce que Mohamed Harkoun, toute sa vie, n'avait pas réussi à faire. C'est quand même une ironie tragique, là, moi, je crois. Hein. Alors, quelquefois, la violence est un raccourci de l'histoire qui fait en quelques semaines, en quelques mois, ce qu'un homme ne fait pas dans toute une vie. C'est pas très réjouissant. Mais bon, c'est comme ça. Pardon. Oui, Hadi Ben Cherif, doctorant à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour votre présentation et je suis un peu en écho avec les questions précédentes. J'ai une question et une sous-question, alors elles sont subversives, donc je m'excuse par avance pour les questions. Lorsque vous avez abordé la question de négociation et de dialogue entre les élites islamistes et laïques, dans leur subdivision du pouvoir ou dans leur négociation du pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est le réel reflet d'un dialogue social, et je le vois bien, mais ou un compromis entre des regards qui peuvent être incompatibles? Et la sous-question est justement pour vous guider vers la rupture générationnelle que j'ai cru entendre dans la première intervention, à savoir une rupture générationnelle qui peut être transversale à l'ensemble de la planète, mais aussi au sein de la Tunisie, où peut-être qu'il y a des éléments d'indignation qui amènent à une fragmentation de cette jeunesse aussi. J'aimerais vous voir discuter de ça. Merci beaucoup. Merci pour la question. Bon, elle est très pertinente, mais je crois qu'en fait, j'ai parlé des élites politiques parce que je n'avais pas le temps de parler de la société, j'aurais pu en parler aussi. En fait, les politiques n'ont fait que répondre à une attente de la société qui en avait assez de la division. Et dans la rue, tous les jours, les gens ne voulaient même plus écouter les débats où les gens s'étripaient. Et le petit peuple, pour lui, le compromis historique, il était évident. D'abord, il se fait tous les jours dans la rue, hein, le compromis historique. On n'a pas besoin des élites pour le faire, ni des intellectuels. Au contraire, c'est souvent les débats intellectuels qui ont creusé le fossé. Malheureusement, ça je peux le dire. Le débat intellectuel a creusé le fossé. Alors que le petit peuple, vous avez une fille voilée qui marche avec sa copine main dans la main, et la copine, elle est complètement décolletée, presque en short, et ils s'entendent très bien. Donc l'alliance, elle se fait au quotidien. Et j'ai raconté à la classe que j'ai eue l'autre jour qu'en l'été 2013, il y avait eu les premiers attentats terroristes, et dans un des quartiers populaires vraiment misérables, qui est pas loin de chez moi, à Mélassine,
il y a eu un attroupement parce qu'ils ont attrapé un terroriste. Et le peuple est sorti dans la rue pour aller voir, etc. Et il y avait une femme, et ça c'est un universitaire qui rapporte ça sur les réseaux, justement, qui nous raconte cette histoire. Donc c'est une scène vécue par lui qui l'a rapportée. Une femme en short voulait voir, elle était trop petite, et elle faisait comme ça pour voir. Et à côté d'elle, il y avait un salafiste très barbu, avec une longue barbe. Eh bien, cette femme, il l'a prise sur ses épaules pour qu'elle puisse voir. Et non, mais là, c'est du vivant, là. Et tous les jours, il y a des scènes comme ça en Tunisie, tous les jours. Donc, en fait, ça ne se passe pas au niveau de la société. C'est pas vrai. Ça se passe au niveau, justement, des idéologues. Il y a beaucoup d'idéologues qui font croire que la société civile est comme ça. Or, la société n'est pas comme ça. La société, pas civile au sens où vous l'entendez. La société, que je dirais, comment dire, la société quotidienne, la vie quotidienne. Voilà, la société du quotidien n'est pas comme ça. C'est elle qui a permis, c'est elle qui a poussé. Le peuple a résisté à cette division. Le peuple a résisté à ce combat. Ils ont résisté. Ils ont laissé passer les tempêtes. Ils sont restés très calmes dans la tourmente. Ils ne se sont pas empoignés. Il n'y avait aucune bataille de rue entre les gens. Que ce soit du peuple, entre les classes sociales, les hommes et les femmes, les bourgeois, les pas bourgeois, les chômeurs, les travailleurs, pas du tout. Jamais ils se sont empoignés. Jamais. Il n'y a jamais eu aucune scène de violence liée aux politiques, au discours politique. Le discours politique était un peu décalé d'ailleurs. Et c'est l'intelligence des politiques, et je répète vraiment de quelqu'un comme Béji Caïd Sebsi, qui a compris que le peuple ne voulait plus entendre ça. Et qu'il a dit, bon, maintenant ça suffit, on va fumer le calumet de la paix. On va faire ce que le peuple veut. Donc en fait, c'est vraiment un désir populaire de compromis historique. Le compromis historique tunisien est l'expression du vouloir des gens, du citoyen ordinaire, de l'homme du commun. C'est vraiment la volonté populaire là qui s'est exprimée, je crois. Ce compromis historique n'a-t-il pas été possible parce qu'il n'y avait pas d'interférence extérieure? Au micro, s'il vous plaît. Dernière question. Bonjour, je m'appelle Rodamuse et je suis fonctionnaire du fédéral. Il y en a quand même qui assistent à des conférences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce compromis, en fait, le compromis tunisien, la paix tunisienne, n'a-t-elle pas été possible parce qu'il n'y avait pas d'interférence externe, parce qu'il n'y avait pas des intérêts stratégiques comme en Libye, comme en Égypte, comme en Syrie? Je vous remercie, c'est vraiment une question absolument vitale. Il n'y a pas de démocratie qui puisse être bombardée de loin, de l'extérieur. S'il y a une intervention étrangère, il ne peut pas y avoir. Elle ne peut venir que de manière interne, intrinsèque. Et effectivement, la révolution tunisienne n'a pas été commanditée, contrairement à des thèses complotistes totalement bidons, ça n'existe pas. Donc, effectivement, toutes les autres révolutions n'ont pas marché parce qu'elles étaient dues à des interventions extérieures. Et s'il y avait eu une intervention extérieure en Tunisie, on n'aurait pas réussi ça. Donc, effectivement, c'est une logique interne où la transmission n'a pas été rompue, justement, entre les gens, où les liens ont fonctionné, qui a pu permettre ça. Et je vous remercie beaucoup de cette remarque. Excusez-moi, Philippe Armango des Affaires étrangères du Canada. Je vous remercie pour votre très belle présentation. Vu la perplexité de l'Afrique du Nord, de tout ce qui se passe, vous le voyez comment se vivre ensemble en Tunisie dans 10 ans? Bon, je vais vous dire. J'ai participé à des groupes de travail qui s'appelaient Tunisie 2040. Non, c'était passionnant, hein? Attention. C'est vrai, c'est des gens remarquables qui sont mes amis et j'ai travaillé avec eux. Aucune des prévisions de Tunisie 2040 ne s'est réalisée. Personne n'a prévu la révolution la veille de la révolution parce qu'on a travaillé avant la révolution de 2011. Donc toutes les thèses et toutes les hypothèses de ce qu'on appelle la prospective sont tombées à l'eau. Aucun prospectiviste au monde n'a prévu la révolution tunisienne. Comment voulez-vous que je vous dise ce qui va se passer dans 10 ans? J'aimerais bien, hein, vraiment j'aimerais bien. Mais je ne sais pas. Vraiment, je ne peux pas le savoir. Je peux l'espérer, je peux le vouloir. Mais est-ce que le vouloir suffit?
pour changer le monde? Je ne crois pas. Allez au micro, s'il vous plaît. Citoyen arabe tunisien. Donc, c'était dans la question de monsieur. Donc, je sais, vous dites vivre ensemble et tout. Donc, ça a permis d'éviter les guerres civiles et tout ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais simplement, je vais être très pratique. On fait pendant 5 ans du surplace, donc on n'a pas des responsabilités, donc c'est tout le monde qui est copain avec tout le monde, ça marche bien. Je dis bien que c'est pas facile, comme vous dites, en 2040, mais pratico-pratique, je vais chaque année là-bas, en Algérie, je connais aussi et tout. On va tout mettre dans le contexte, tout le monde ici connaît les contextes, qu'est-ce que c'est, ce n'est pas facile. Mais ma question est, si demain vous êtes Premier ministre, parce que moi je vois que dans tous les domaines, on n'avance pas. J'ai ma solution un peu dessus, mais dans tous les domaines, on n'avance pas. Dans l'eau, dans l'éducation, dans tout, il n'y a rien. On est en train de tomber. C'est normal, 5 ans, ça n'est rien du tout. Ça pourrait être encore un autre 5 ans. Mais si vous, madame, vous étiez Premier ministre demain, comme dit monsieur, dans 10 ans, quelles sont les mesures que vous prendrez? Je voudrais 2-3 pistes ce soir, des mesures significatives, mesurables, gérables, qui ne sont pas de 2040 et qui ne sont pas de la politique pour avancer. Parce que nous, dans le monde oriental, on manque de pragmatisme. Et c'est ça notre par rapport, oui, par rapport aux anglo-saxons, on parle beaucoup d'intellectuels, beaucoup, voilà. Ma question est claire? Très clair. Merci. Bon, d'abord, je suis trop âgée, entre guillemets, pour être Premier ministre. Bon, j'aurais pas l'énergie, ça c'est sûr. J'ai une autre forme d'énergie, mais pas celle-là. Je crois pas que je ferais mieux que le petit jeune ministre, Premier ministre actuel, parce que bon, il est là depuis 15 jours, hein. Donc le pauvre, il faut attendre aussi. On est dans le temps, bien sûr, l'actualité nous pousse et dans l'urgence, mais le temps de l'histoire, il y a des tas de choses. On peut se mettre autour d'une table. Je participe à un think tank, justement, qui réfléchit sur précisément que faire. Vous savez, la fameuse question de Lénine, que faire? Ça a mené à une catastrophe, entre parenthèses, le que faire de Lénine. Mais bon, donc, on ne peut pas projeter. Moi, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait, justement... Alors, le vivre ensemble, c'est un thème que madame a choisi, c'est ça? Qu'on m'a demandé de traiter. Je suis très contente qu'on m'ait demandé de traiter. Peut-être que j'aurais choisi autre chose, mais je suis très contente, je suis très obéissante, moi, et donc quand on me demande quelque chose, je fais. Mais je pense que sûrement qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je ne vais pas faire une autre conférence pessimiste. On n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais quand on vit sur place, ce sont des sociétés qui n'ont pas des solutions globales. Voilà. Vous savez, les types qui viennent et qui me disent « j'ai un projet de société ». Ouh là là, je me sauve. Je dis « quel projet de société ?» Vous avez... Tous les projets de société sont des projets totalitaires. Donc, si je vous mets à vous dire que j'ai un projet de société, je deviens un peu fasciste. Je n'ai pas envie de devenir fasciste. Donc, la vérité, c'est que le bricolage au quotidien, il se fait. L'invention au quotidien, elle se fait. Elle n'est pas visible. Elle est perceptible dans certains domaines, mais on pourrait faire un état des lieux, on pourrait constater un certain nombre de choses. Mais tout ça est extrêmement fluctuant, tout ça est extrêmement labile, tout ça est extrêmement... il n'y a pas de réponse globale, je vous assure. Et d'ailleurs, pas seulement les Tunisiens. Est-ce que la République française a une réponse globale à la désintégration de sa jeunesse et à la marginalisation, au chômage? Tout le monde, tous les économistes sont là en train de chercher des solutions et vous disent et ils ne trouvent pas comment régler le problème du chômage. Donc il y a des comment dire, il y a des apories, je sais pas comment dire, des choses impossibles dans la modernité à régler à cause du phénomène même de la démocratisation et du besoin de tout le monde d'être heureux, de bien-être collectif, que la modernité n'est pas arrivée à satisfaire en fait. En fait, il y a un échec. Il y a un échec du monde moderne à procurer cette espérance de bonheur qui est inscrite dans la Constitution américaine, la quête du bonheur. Eh bien non, la démocratie ne donne plus le bonheur. Donc oui,
il y aura des milliers de voix, il y aura des milliers de projets. Mais moi, je vis en Tunisie et je peux vous dire que ça se bricole. C'est un pays de... On bricole, voilà. Et quelquefois, vous savez, en bricolant, c'est comme ça que les génies de l'informatique ont trouvé des solutions. Hein, c'est ça. Donc, on est en train de bricoler. On a en tout cas bricolé la paix civile. Et je vous assure que c'est déjà pas mal. Hein. Vraiment, c'est déjà pas mal. Voilà. Eh bien, Madame Béji, merci beaucoup. Je pense que vous êtes passionnante à entendre, fascinante, et vous êtes notre première grande conférencière dans ce cycle sur le renouvellement de la tradition humaniste, et je pense qu'on a bien choisi. Vous avez été effectivement une très bonne élève, mais vraiment, c'est un grand bonheur de vous entendre. Alors, merci beaucoup à vous. J'aimerais... non seulement remercier la Faculté des sciences sociales, le CIRSEM et Macher d'avoir rendu possible cette activité, mais aussi remercier l'ambassade de Tunisie, remercier son Excellence, Madame l'ambassadrice, de nous offrir cette réception ce soir. Et Monsieur l'ambassadeur, si vous vouliez nous dire un petit mot. Bonsoir tout le monde. J'aimerais bien d'abord remercier notre compatriote qui a bien fait le voyage de Tunisie jusqu'au Canada pour nous montrer un peu l'aspect peut-être philosophique mais aussi intellectuel de la Tunisie. Je suis très content aussi de collaborer toujours avec l'Université d'Ottawa. Je pense que depuis les 3 dernières années où j'ai l'opportunité de travailler et d'exercer au Canada, on a une excellente coopération. À chaque fois que nous avions eu l'opportunité d'offrir des conférences de très haut niveau, on a toujours contacté la Faculté des sciences sociales. Et je remercie M. Marcel Maret qui est là. Donc c'est un collaborateur de la Tunisie aussi. Je voudrais aussi remercier M. Pierre Boyer. Il est venu à l'ambassade il y a à peu près 3 semaines. Et j'étais avec mon collègue, on l'avait reçu ensemble et nous avions vraiment embarqué dans ce projet parce qu'il donne l'opportunité à la Tunisie d'avoir une meilleure visibilité au Canada. Et d'ailleurs, dans ce contexte, j'aimerais bien partager avec vous certaines réflexions. Je ne vais pas vous retenir longtemps, parce qu'entre vous et moi, il a le couscous. Donc, je ne veux pas devenir impopulaire. À mon avis, les 2 grandes raisons qui ont poussé la Tunisie à faire une révolution, d'abord, ce sont 2 raisons, je dis bien locales. On n'avait aucune raison ni de montrer l'exemple ou d'avoir un modèle dans la région. C'est un contexte local. À mon avis, il était conditionné par d'abord deux raisons. La première, c'est qu'il y avait une injustice sociale entre les régions côtières et les régions de l'intérieur. Et la deuxième raison, à mon avis, qui est beaucoup plus importante que l'injustice sociale, c'est un conflit de génération, ce qu'on appelle en anglais « generation gap ». Je m'excuse, M. Pierre Boyer, mais j'ai utilisé un mot en anglais. Donc, à mon avis, il y a un conflit de génération en Tunisie. Il y avait un conflit de génération parce que ce sont les jeunes qui ont fait la révolution. On n'a pas écouté les jeunes pendant l'ère Ben Ali. Et je pense que c'est ce dynamisme et cette envie de rajeunir la Tunisie qui était plus forte que le dictateur, qui malgré tout avait fait du bon travail pendant un certain nombre d'années. Et ceux qui ont visité la Tunisie, je prends à témoin notre ami canadien qui est là pendant le Forum social mondial, c'est-à-dire tous ceux qui ont visité la Tunisie ont compris que les Tunisiens composent vraiment une société moderne. Nous avons une société civile très importante, même du temps de Ben Ali. Mais ce qui nous manquait, c'est la liberté d'expression, la démocratie et les droits de l'homme. C'était des choses qui n'existaient pas, mais il faisait bon vivre en Tunisie. Ce n'est pas vrai que c'était une dictature à 100%. Ce n'est pas vrai. Donc, j'en suis témoin et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient beaucoup d'aspirations. Je pense qu'aujourd'hui, 6 ans après ou 5 ans et demi après la Révolution, on commence à donner de meilleures opportunités à nos jeunes. D'ailleurs, la composition du gouvernement actuel donne beaucoup d'espoir aux jeunes parce qu'il y a d'abord des membres du gouvernement qui ont moins de 40 ans. Et notre chef du gouvernement, il est aussi jeune, si ce n'est pas moins jeune, que M. Justin Trudeau. Donc je pense que peut-être qu'il y a de l'espoir. On est en train de donner de l'espoir aux jeunes. Il nous faudrait bien sûr voir les aspirations des jeunes parce que c'est très important. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je suis très content d'abord d'exercer en Canada parce que à chaque fois que je vois des étudiants tunisiens partout dans les universités, je suis très content parce que c'est une nouvelle opportunité pour nos étudiants d'élargir leurs connaissances, d'avoir une meilleure tolérance, de connaître d'autres civilisations.
Et nous avons toujours été une société ouverte, mais le fait aussi d'étudier à l'étranger, et surtout au Canada, qui est quand même un exemple dans le modèle d'intégration, c'est peut-être l'un des meilleurs au monde, où l'intégration des communautés étrangères se fasse de manière très pacifique. C'est difficile, et même chez votre voisin, les États-Unis, ce n'est pas aussi positif, et je pense que c'est un succès que vous méritez, mais je pense aussi que les Tunisiens qui étudient au Canada ont beaucoup de chance d'être là, parce qu'ils vont beaucoup nous aider. Et d'ailleurs, je remercie la jeune étudiante qui a parlé tout à l'heure. Nous avons besoin de vous pour revenir en Tunisie, parce que je pense sincèrement et franchement et directement que nos solutions se trouvent chez les jeunes et chez les Tunisiens qui travaillent à l'étranger, parce qu'ils connaissent d'autres technologies, ils ont d'autres concepts, ils ont d'autres approches qui sont beaucoup plus modernes, parce qu'on ne peut pas gouverner la Tunisie avec des Tunisiens qui n'ont jamais quitté la Tunisie. Donc, sans vouloir tarder, je vous invite à aller manger le couscous. Et merci beaucoup pour votre noble attention. Merci. Excusez-moi. Les livres de Madame Bégy sont en vente à la table sur le côté. Alors, si vous voulez vous en procurer, je pense que Madame Bégy va pouvoir les signer. Merci.